Bienvenue dans French Baratin avec Cécile, Sybille et Raphaël. En 2016, la France métropolitaine a été redécoupée en 13 régions au lieu de 22. De grosses régions ont été créées et ont remplacé les petites régions qu'on avait jusque-là. L'Alsace, par exemple, à l'est de la France, a été intégrée dans une très grosse région appelée le Grand Est, qui va jusqu'à Reims, la ville du Champagne. Ce découpage a créé un certain nombre de conflits politiques et du mécontentement dans la population. Personne n'était d'accord sur les régions qui pouvaient être mises ensemble ou non. Pour mettre fin au débat, certains dessinateurs se sont amusés à proposer une solution toute simple. On découperait la France en deux, avec deux régions, Paris et la province. Mais qu'est-ce que la province ? La province, c'est une façon de parler de tout le territoire français en dehors de la région parisienne. Souvent, on l'utilise pour faire des grandes généralités. Déjà au XVIIe siècle, Molière se moquait des provinciaux qui manqueraient d'éducation et d'élégance. Les Parisiens, quant à eux, sont fréquemment critiqués pour leur snobisme. Pourtant, la notion de Parisien est très relative. Seuls 22% des habitants actuels de Paris sont nés dans cette ville. Et les grandes villes de province ressemblent de plus en plus à Paris. On y trouve les mêmes magasins, on peut y avoir une vie culturelle développée et un bon emploi. Alors, Paris-Province, le match est-il toujours d'actualité ? C'est la question du jour dans French Baratin. Alors, cette fois-ci, on va faire un quiz un petit peu différent que d'habitude. Un truc un peu plus humoristique, on va dire. Je me suis inspiré d'un quiz que j'ai trouvé sur Internet. Donc je vais poser quelques questions. On va commencer par la vision de Paris par les provinciaux. C'est un truc à choix multiple en fait. On a 3 choix possibles et vous allez pouvoir choisir. Donc, première question. En province, comment surnomme-t-on les Parisiens ? Petit malin, tête de chien ou francilien ? Alors Cécile, une idée ? C'est les franciliens du coup ? Non ? Quoi ? Si ? Attends, j'ai un doute. Je pense que si c'est sur les clichés, c'est tête de chien. Parisien, tête de chien, Parigot, tête de veau. Ils disent ça. Ouais. Ah, parce que du coup, je me posais la question, est-ce qu'il y a le transilien, le francilien ? Le francilien, c'est l'habitant d'Île-de-France. D'Île-de-France, de la en fait. région. Le francilien, c'est l'habitant d'Île-de-France et le transilien, c'est le réseau de transport quoi, de la région parisienne. Enfin, de l'Île-de-France aussi, en fait. Mais oui, et j'avais en tête transilien et francilien, mais en fait, j'avais jamais fait la relation que francilien, c'était Île-de-France. Ouais. C'est bien, Ouais. en direct, après avoir vécu plusieurs années à Paris. Voilà. Ouais, donc tête de chien, ouais. Et donc, comme disait Sybille, il y a ce truc un peu qui rime, cette expression, en fait, parisien, tête de chien, parigot, tête de veau. C'est une blague vieillotte. Ouais. Alors, deuxième question. Que ne faut-il jamais faire lorsqu'on conduit à Paris ? Jamais faire. Oublier d'enclencher la première avant que le feu ne passe au vert. Passer à l'orange. Ou klaxonner une petite mamie qui traverse au passage piéton. Alors, Sybille, cette fois-ci. Le premier, parce que tout va très vite à Paris, donc si on n'est pas prêt à décoller lorsque le feu passe au vert, c'est nous qui allons nous faire klaxonner à fond. D'ailleurs, je ne sais pas si certains auditeurs ont déjà fait le rond-point de la Concorde, où c'est terrible. Là, il faut même pas s'arrêter. Celui de l'Étoile, c'est encore pire. Ah oui, je confonds, effectivement. Ouais. Rien que pour ça, je ne conduirai jamais à Paris, quoi. Ah ouais, non. En tout cas, si j'y conduisais, j'éviterais à tout prix le rond-point de l'Étoile. Ouais. Alors, troisième question. Quel phénomène extraordinaire se produit chaque année le premier week-end d'août ? Le défilé du 14 juillet. Les Parisiens sont pris dans les bouchons, mais pour une fois pas à Paris. Le sens de circulation du périphérique est inversé. Alors, Cécile ? La réponse 2. Les Parisiens sont dans les bouchons, mais pas à Paris. Ouais, Sybille ? Ouais, oui, Cécile a raison. Oui, c'est ça, effectivement. On change de plaisir. Donc en fait, pour expliquer un peu aux personnes qui ne connaissent pas trop, le premier week-end d'août,
C'est un peu le moment où énormément de Parisiens prennent des vacances, en fait. Et donc, voilà, il y a une espèce de masse de Parisiens qui quittent Paris au même moment et se retrouvent évidemment dans les bouchons sur les autoroutes qui vont dans tous les coins de la France, quoi, finalement. Et d'ailleurs, Paris devient très agréable puisqu'il y a beaucoup de moins de gens. C'est beaucoup plus tranquille, effectivement. Voilà, maintenant, on va passer sur la province vue par les Parisiens. Là aussi, j'ai 3 questions. La première, c'est en province, que risque-t-il d'arriver si on va à la pharmacie ? On ne trouve pas les médicaments qu'on cherche. On y passe toute l'après-midi. Les pharmaciens ont plein de choses à raconter. Il faut prendre la voiture pour y aller. Cécile ? Je dirais la deuxième, mais ça me semble... C'est un bon cliché si c'est ça. Enfin, je sais pas, mais... Sibylle ? Ouais, moi je pense que c'est ça. Mais c'est un quiz sur les clichés, justement. Oui, voilà, je sais. Ouais, effectivement. Mais c'est juste vrai, en fait. Ah bon ? En tout cas, à Nantes, les pharmaciens passent beaucoup de temps à discuter avec leurs clients, alors qu'à Paris, c'était pas du tout le cas. Et je pense que l'autre réponse où on disait il faut prendre la voiture pour y aller, ça, ce serait la confusion province-campagne. On pourra en parler aussi, mais en province, il y a des très grandes villes, il n'y a pas que de la campagne, mais dans les clichés, il y a aussi un petit peu l'idée que en dehors de Paris, il n'y a pas de ville en France, il n'y a que de la campagne. Oui, parce que même moi, j'ai grandi dans une petite ville et j'étais à 5 minutes de la pharmacie à pied. Il y a normalement une pharmacie dans toutes les petites villes, au moins pas forcément dans les villages, mais complètement, ouais. Ouais, c'est marrant. Moi, j'avais jamais eu une pharmacienne qui me racontait sa vie, ou un pharmacien. Ensuite, deuxième question. Une soirée type en province, c'est aller au restaurant puis à l'opéra, nourrir les poules et aller se coucher, préparer un dîner avec des produits locaux puis lire un livre. Sibylle ? En réalité, les 3 sont possibles en province. Et le cliché, ça peut être les 2 derniers, en fait. Si on confond encore une fois campagne et province, on pense que c'est aller nourrir les poules et aller se coucher. Et si on voit plus la province comme un lieu de vacances où il y a des bons produits, et on s'imagine que c'est faire un bon dîner avec des produits locaux et lire un livre tranquillement parce qu'on n'a peut-être pas la télévision en province. T'en penses quoi, Cécile ? Oui, je pensais plutôt effectivement au deuxième et le troisième, mais d'une façon, quelque chose de positif d'une certaine manière. Mais oui, le fait d'aller se coucher avec les poules. Pardon, j'ai fait l'expression des 2 trucs. Mais de nourrir les poules et d'aller se coucher, oui. En mode, il se passe rien en province, c'est mort et t'as pas une vie intéressante, oui, clairement. Ouais, c'était un peu ça la réponse, effectivement, en termes de clichés. Voilà, et enfin, 3e question. Que ne trouve-t-on pas en province ? Des gens bien habillés, de bonnes universités, le temps de dire bonjour à ses voisins. Cécile ? Des gens bien habillés. C'est terrible. C'est terrible qu'on soit capable de répondre à ces questions assez rapidement, quoi. Voilà. Ah là là, le snobisme des Parisiens. C'est ça. C'est très bien. On va pouvoir du coup en parler maintenant et voir si tout ça est vrai ou pas trop. Mais d'abord, je propose qu'on parle un petit peu de nos expériences. On a tous les 3 un peu grandi dans des contextes assez différents, puisqu'on nous avons donc une Normande avec nous, qui a donc plutôt grandi en provinciale, une provinciale, une vraie. On a une Parisienne presque, en tout cas elle est née à Paris, elle a grandi et vécu en région parisienne. Et moi qui ai vécu et grandi à l'étranger et qui ne suis venu en France et à Paris spécifiquement que pour mes études. Voilà, donc un peu différent. Je propose que, peut-être Cécile, si tu as envie de commencer, de parler un petit peu de ton expérience. Ça marche très bien. Donc, en tant que vraie provinciale, de Normandie au nord-ouest de la France. Donc, on n'est que à 1h30 de Paris. Mais par contre, je n'avais jamais entendu le mot province avant d'arriver à Paris.
Donc, je ne savais pas ce que c'était la province avant qu'on me dise que j'étais provinciale. Ah ouais. Donc, c'est là où j'ai découvert ce mot. C'est marrant. Et en tout cas, de mes souvenirs, je me rappelle, oui, ça m'avait marqué. Par contre, j'ai jamais vraiment subi de clichés. Je suis arrivée à Paris à 20 ans, après avoir passé du coup 19 ans en Normandie et 1 an en Angleterre. Et j'ai pas du tout eu l'impression de subir des clichés de provinciale quand je suis arrivée. Parce qu'en fait, comme tu le disais dans ton introduction, la majorité des gens qui sont à Paris ne viennent pas de Paris. Donc, j'étais pas la seule à pas venir de Paris. Et que ça soit pendant mes études ou mon premier boulot, et en fait, c'était juste normal. C'était presque bizarre d'être un vrai Parisien à Paris. Donc voilà. Par contre, je me rappelle qu'une fois, c'était où on travaillait ensemble, Raphaël. Je me rappelle qu'une fois, quelqu'un m'avait dit, en m'écoutant parler 1 minute, il m'avait dit « Toi, t'es pas de Paris ». Il me dit « T'as un langage fleuri ». Alors souvent, quand on dit qu'on a un langage fleuri, en français, c'est une expression pour dire que tu peux dire des gros mots, que tu es un peu vulgaire. Il y a cette notion de langage fleuri dans les mots. Ouais. Et moi, c'était pas du tout ça. Je parlais normalement. Mais je sais pas, je devais avoir parce qu'en Normandie, c'est la campagne. Enfin, en tout cas, on considère ça comme la campagne, les vaches, le lait, le camembert, etc. Donc, je sais pas. Mais ils savaient même pas que je venais de Normandie. Enfin bref. Du coup, j'ai pas compris pourquoi. Mais est-ce que c'était mon vocabulaire? Est-ce que c'était mon accent? Donc, ça m'avait fait rire. Et par contre, je suis avec quelqu'un qui est parisien de Paris et qui, souvent, quand on discute, me rappelle que je suis un peu provinciale. Ah, le coquin. Très gentiment, voilà. Mais par contre, en fait, c'est quand même au-delà du cliché, parce que forcément, on n'a pas eu la même enfance du tout de par là où on a grandi. Pour autant, je me rends compte quand même qu'on n'a pas eu la même enfance parce que, par exemple, moi, dans ma petite ville de province, il y avait que des blancs, que des catholiques. Il y avait une diversité vraiment réduite au minimum. On avait une famille de couleur noire et c'est tout. Et du coup, forcément, à Paris, où c'est la ville de la diversité, on n'a pas du tout eu ce même rapport. Et même des choses toutes bêtes, toujours sur la diversité, de la cuisine. Moi, je mangeais que français, entre guillemets. Je connaissais pas bien tout ce qui était resto asiatique, etc. Et du coup, c'était marrant de voir un petit peu qu'on avait une vision différente. Par contre, ce qui s'est passé quand je suis arrivée à Paris, c'est que clairement, je crois que je me suis un peu, je sais pas, le mot n'existe pas en français vraiment, mais snobifiée. Parisianisée, mais du coup, pas dans le bon sens du terme. C'est que, en fait, comme il se passe plein de trucs à Paris, tu te sens un peu à la pointe, t'as l'impression d'avoir les dernières idées, parce que c'est là où tout se passe, et en tout cas, t'as l'impression que c'est là où tout se passe. Et du coup, quand tu rentres un peu dans tes familles, tu te dis, mince, on n'a pas du tout la même vie, on n'a pas du tout le même rythme. Parfois, t'as l'impression qu'ils sont moins curieux, et du coup, moi, j'étais très sur le côté véganisme, écologie, et je me disais, mais pourquoi ils sont pas aussi ouvert, j'avais vraiment cette idée. J'ai honte maintenant d'avoir été finalement assez snob. Si de la famille m'écoute, je m'excuse un petit peu. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que maintenant que je suis revenue en province, en allant à Strasbourg, ça m'a pas du tout fait ce truc-là quand je suis arrivée à Paris, parce que finalement, je passais de l'enfance à l'âge adulte. Mais là, je suis encore adulte. J'ai pas changé de statut. Alors que du coup, à l'époque, c'était le monde adulte, je l'ai associé à Paris où tout s'ouvre. Et là, du coup, maintenant, à 32 ans, à 30 ans, je suis arrivée à Strasbourg. Et par contre, je vois la différence, là, entre Paris et Strasbourg, même si ce sont toutes les deux des grandes villes. Et je le vois notamment dans la sphère professionnelle, où le marché de l'emploi n'est pas du tout le même, les journées de travail, c'est pas du tout le même rythme, l'équilibre vie pro, vie perso, c'est pas du tout la même chose. On en parlera certainement après, mais parce qu'on n'a pas les mêmes situations familiales aussi, potentiellement, quand on est à Paris ou en province. Puis il y a des choses bizarres comme il y a plein de choses qui sont fermées le dimanche, ou il faut réserver pour aller au resto. Les prix, ça c'est une bonne nouvelle, ils sont vachement cool en province. Mais plus cool en tout cas qu'à Paris, surtout sur tout ce qui est logement. Et au final, je me rends compte que tout ne se passe pas à Paris, qu'il y a aussi des choses très cool qui peuvent se passer en province. Et j'ai l'impression d'avoir reperdu un peu de mon snobisme, mais peut-être parce que je suis plus à Paris. Voilà. Ok, merci Cécile pour ce
Partage d'expérience, très intéressant. Sybille, tu veux raconter un petit peu la tienne ? Eh bien, moi, je suis née à Paris et j'ai grandi à Paris jusqu'à mes 3 ans. Et donc, il paraît que ce sont les 3 premières années qui comptent pour former une personnalité. Donc, peut-être que j'aurai toujours une personnalité de Parisienne. Même si, après mes 3 ans, je suis partie vivre en banlieue parisienne. Donc, c'était plus Paris-Paris. Donc, j'étais plus dans Paris intramuros, c'est-à-dire la commune de Paris, et on dit intramuros parce que historiquement il y avait une enceinte de murs tout autour de Paris. Voilà, donc je suis sortie des murs, je suis partie vivre en banlieue près de Versailles, mais ça restait la région parisienne et on pouvait aller assez facilement à Paris, même si ça fait quand même une petite différence. Peut-être que le compagnon de Cécile, qui lui est resté vraiment à Paris, perçoit aussi cette différence. Souvent, on est un tout petit peu moins bien vu ou vu comme un peu moins intégré quand on n'est pas dans Paris même. Voilà. Et donc pour moi, avoir grandi à Paris, je pense que c'était en quelque sorte une fierté. Je ne saurais pas dire pourquoi, mais un petit peu comme toi, Cécile, l'impression d'être là où les choses se passent. Et puis aussi que c'était complètement naturel d'être à Paris parce que tout le monde était à Paris et que je rencontrais que des personnes dont c'était le cas. Sauf en vacances. En vacances, là, j'avais l'occasion de rencontrer des personnes qui ne venaient pas de Paris. Et pour les clichés, j'ai été confrontée seulement 2 fois, je pense, aux clichés sur les Parisiens et les Parisiennes. Quand je suis partie en échange universitaire en Italie, à Bologne, j'ai rencontré une autre Française pendant un cours qu'on partageait, qui, elle, venait d'Avignon. Donc, vraiment l'autre bout de la France, et pas du tout Paris. Et en fait, on est devenus amies. Et elle m'a dit, quelques mois plus tard, qu'au début, elle serait pas venue vers moi ou elle n'aurait pas vraiment essayé de devenir mon amie si elle n'avait pas vu que j'étais amie avec un Italien très sympa et qu'elle trouvait très beau. Et que c'est parce qu'il y avait cet Italien très sympa et très beau qu'elle avait continué à devenir amie avec moi. Et finalement, ça n'a pas très bien marché entre elle et l'Italien très sympa et très beau. Mais elle est restée mon amie parce qu'elle s'est rendue compte que finalement, je n'étais pas comme dans le cliché des Parisiens, c'est-à-dire snob, voilà, un petit peu prétentieux. Non, finalement, j'étais quand même sympa moi aussi. Donc, on a pu être amis. Et l'autre fois, on m'a renvoyé cette image de Parisienne, c'était justement quand on venait d'emménager à Nantes avec Raphaël. J'ai rencontré une autre Nantaise qui faisait le même travail que moi et donc on a eu l'occasion de discuter et quand elle a su que je venais de Paris, elle m'a dit « Ah oui, c'est toi qui fais augmenter les loyers, c'est à cause des gens comme toi que maintenant ça coûte cher de se loger à Nantes ». Et sur le moment, je ne savais pas trop quoi lui répondre, donc j'ai dû un petit peu rigoler comme ça. Et après, j'ai trouvé une idée de réponse, et malheureusement, c'est jamais sur le moment qu'on a les bonnes idées de réponse. Mais donc, je vous la donne à vous. Ma réponse aurait été que elle aussi était venue à Paris, puisqu'elle avait étudié à Paris avant de revenir à Nantes. Et donc, c'est les gens comme elle, qui viennent de province, qui font augmenter les loyers à Paris, qui sont en fait encore plus chers que les loyers en province. Donc finalement, cette logique, elle s'applique dans tous les sens. C'est tous les gens qui vont quelque part qui font augmenter les loyers, si on veut. Quelque part, ouais. Mais alors, en tout cas, ce que ça montre, ce qui est intéressant dans cette confrontation entre une vision parisienne et une vision provinciale, c'est justement qu'il y a cette idée presque de territoire, que je venais sur son territoire, alors que pour moi, ça c'est peut-être aussi un truc de parisien, mais j'avais pas un attachement aussi fort à un territoire et je pouvais aller n'importe où en France et je voyais pas ça comme aller chez quelqu'un d'autre. Et ça, c'est quelque chose d'autre que je voulais dire sur mon expérience en tant que parisienne, même si j'avais une forme de fierté d'être parisienne et j'adore cette ville, j'aime beaucoup tout ce qu'on peut y faire. J'ai toujours trouvé qu'elle manquait un petit peu d'une identité régionale, justement, parce que quand on vient de Normandie, comme toi, Cécile, on peut, par exemple, apporter des produits locaux qu'on produit dans sa région lorsqu'on va à une soirée. On peut parler des spécialités de sa région, et c'est beaucoup moins le cas avec Paris, même s'il existe des spécialités de la région Île-de-France, qui est la région de Paris. Soit tout le monde les connaît, soit tout le monde s'en fiche. Et donc, on a moins quelque chose en plus d'intéressant à raconter dans une conversation. On n'est pas spécial parce qu'on vient d'une région en particulier. C'est vrai que j'aime bien dire que je viens de Normandie, parce que je me sens un peu spéciale.
Ouais, c'est chouette. Bon, et toi, alors, Raphaël, justement, en tant que personne qui a grandi à l'étranger, quelle est ta vision de ce clivage Paris-Province ? C'est vrai que moi, j'ai pas grandi en France, ni à Paris, ni en province. Donc avant d'arriver en France, un peu comme Cécile, finalement, la notion d'opposition ou de différence entre Paris et la province, je ne connaissais pas en fait. Du coup, j'avais pas de cliché en fait, ni sur l'un ni sur l'autre. Je voyais la France comme un tout. Je suis simplement venu à Paris et non pas ailleurs parce que le seul cliché peut-être que j'avais, mais bon, peut-être que là aussi ça se vérifie dans la réalité, et je pensais qu'il y avait de meilleures universités aussi à Paris et que je pourrais faire de meilleures études si j'allais à Paris. Après, j'ai vécu à Paris pendant 15 ans, j'ai commencé, entre guillemets, à entendre parler de ces clichés et parfois à vivre certaines choses qui, à mon sens, les confortaient un petit peu, comme on parlait tout à l'heure des pharmacies à Paris et en province qui n'ont pas le même rythme. C'est quand même un peu une réalité, quoi. Donc, ou en tout cas, dans mon expérience, ça l'était. Et voilà, donc j'ai trouvé qu'effectivement certaines choses se vérifiaient en partie. Après, moi, je n'ai jamais accordé beaucoup de crédit aux clichés de manière générale. Je trouve qu'un cliché, ça reste un cliché, quoi. C'est une image qu'on se fait qui est beaucoup trop simpliste et que les choses sont beaucoup plus compliquées que ça. Et voilà, donc pour moi, c'est un truc un peu drôle. C'est une manière de se moquer des uns et des autres. Mais c'est évidemment pas quelque chose auquel on peut accorder vraiment une importance. Et donc après, évidemment, moi, du coup, venant pas ni de France, ni de province, ni de Paris, évidemment, on va pas trop appliquer de clichés à moi-même. Enfin, voilà, je suis arrivé. Et comme Paris a ce côté, justement, où il y aurait que 22% de vrais Parisiens, entre guillemets, et que les autres viennent soit de province, soit justement d'ailleurs, un peu comme moi. Voilà, j'étais juste éventuellement, donc quand je rencontrais des gens, je racontais mon parcours de vie, j'étais juste le gars qui venait d'ailleurs, quoi, un peu, qui venait de l'étranger, mais qui venait pas de. Ça fait un peu extraterrestre ce que je viens de dire, mais bon. Non, mais t'étais encore plus spéciale qu'une Normande, quoi. Ouais, c'est intéressant d'avoir cette vision. Justement, un Français, mais qui vient pas forcément de France, quoi. Ouais, un Français de l'étranger, finalement, quoi. Exactement. Mais ça me fait penser, Sybille, tout à l'heure, tu parlais de l'Italie. Et en fait, moi, quand j'ai été en Italie, il y a quelques années, j'ai travaillé pour une entreprise et une Italienne m'a dit qu'elle avait hésité à devenir mon amie. Parce que je crois qu'elle ne savait pas que je venais de Paris. Enfin, d'ailleurs, je viens pas de Paris, mais que j'avais vécu à Paris. Mais juste parce que j'étais française. Ah ouais. Parce que du coup, les auditeurs, si vous nous écoutez, vous nous direz ce qu'il en est. Mais en fait, comme souvent quand on pense à la France, on pense à Paris. Et du coup, c'est souvent le caractère peut-être des Parisiens qui est davantage connu. Et du coup, on fait un amalgame entre la France et Paris. Que en fait, tous les clichés négatifs qu'on donne aux Parisiens aiment les attribuer du coup. En se disant que j'allais être snob, que j'allais, râler, ça c'est peut-être national complet, mais que j'allais être un peu trop dans l'élégance, mais un peu l'élégance froide, enfin quelque chose d'assez précieux. Donc précieux dans ce sens-là, ça veut dire en gros, un peu snob quoi. Et du coup, elle m'avait dit, en fait, t'es pas trop comme ça. Merci, c'est gentil. Mais du coup, ça m'avait choquée parce que je m'étais dit, mince, en fait, on peut louper des amitiés parce que y a ces clichés qui ont la vie dure. Et je m'étais sentie un peu blessée que, comme tu dis, Raphaël, qu'on reste... On reste dans une vision très simpliste, on met les gens dans des cases et on ne s'intéresse pas en fait aux gens derrière. Bon, alors je propose qu'on parte un peu à la discussion. Enfin, c'est vrai qu'on a déjà parlé de pas mal aborder un petit peu différents sujets, mais qu'est-ce que vous en pensez un peu des clichés dont on a déjà parlé? Puis à votre avis, qu'est-ce qu'il y a un petit peu derrière ces clichés? Moi, ça me fait penser on dit souvent que les Parisiens sont, justement par rapport aux pharmacies, mais les Parisiens sont pressés, ils sont mal polis, ils disent pas bonjour. Et en fait, je pense que les clichés, d'une certaine manière, on dit toujours qu'il n'y a pas de fumée sans feu, donc ça veut dire forcément que si on dit ça, c'est qu'on a rencontré des Parisiens mal polis, stressés, et c'est vrai. Mais c'est pas forcément que la personne est mal polie et
malléable. C'est juste que la vie à Paris amène ce type de comportement parce que je pense qu'il y a une priorisation du travail à Paris. La carrière est quelque chose de relativement important dès lors qu'on commence sa vie là-bas. Et il y a des problèmes de transport parce que y a beaucoup de monde et il faut arriver à l'heure. Quand on passe 1 heure dans un métro bondé, ça met pas de super bonne humeur. Et puis, on finit sa journée super tard et du coup, on va forcément être stressé parce que rester 10 heures au boulot, dans un boulot souvent qui est exigeant, pas que c'est pas exigeant ailleurs, attention, mais c'est vrai qu'il y a cette survalorisation du travail où il faut être ultra bon. Et du coup, pour moi, ça joue vachement là-dessus. Et pour autant, énormément d'amis que j'ai aujourd'hui, c'est des gens que j'ai rencontrés à Paris et ils sont super sympas et polis. Et même quand je vais dans un café, j'ai l'impression que... moi, c'est vrai que j'ai l'impression que les gens sont sympas. Je ressens pas ce cliché, mais par contre, je sais qu'il existe et je l'ai forcément déjà vécu. Mais je pense que c'est beaucoup lié à ça. En tout cas, sur un de ces clichés. Ouais. Les jours où tu te lèves de bonne humeur à Paris et que tu sors, tu vas subir toute la journée des espèces de micro-agressions comme ça. Tu vas te faire bousculer dans la rue, puis tu vas descendre dans le métro, il y aura la queue devant, parce que je sais pas, pour prendre ton ticket, parce que je sais pas, t'as oublié ton passe Navigo, j'en sais rien. Puis tu rentres dans le métro, devant les rames, les gens s'agglutinent pour monter, laissent pas les gens sortir, on se bouscule. Et voilà, à force d'accumuler comme ça ces choses, on devient de plus en plus un peu tendu et énervé, et l'énervement se fait comme une espèce d'effet de contagion comme ça. Et à la fin de la journée, tout le monde est énervé, quoi. Donc, voilà. J'avais vu un sondage qui parlait justement du trajet quotidien et du niveau de stress en fait que ressentaient d'une part les Parisiens et d'autre part les provinciaux, ou donc en Île-de-France. Alors, ça parlait plutôt des Franciliens, donc les gens qui vivent en Île-de-France. C'est plus large que Paris, ça englobe aussi les communes de banlieue. Et donc, en Île-de-France, 48% des Franciliens ont un temps de trajet supérieur à 45 minutes et 60% des provinciaux ont un temps de trajet inférieur à 30 minutes. Et en fait, la perception du trajet, pour 67% des Parisiens, elle est stressante, en grande partie, en 85% en raison des incidents techniques, des retards, des suppressions dans les transports. Alors que 78% des provinciaux sont pas stressés pendant le trajet, et quand ils le sont, c'est à 80% à cause des bouchons. Donc on voit quand même un peu le décalage quand même en termes de perception du trajet, des niveaux de stress entre les Parisiens et les provinciaux, quoi. Alors c'est très intéressant que tu soulignes que le sondage concerne toute l'Île-de-France, parce qu'en fait si on y réfléchit, les Parisiens, ceux qui vivent entre les murs, ils n'ont pas besoin de prendre les RER, les trains de banlieue pendant aussi longtemps, en fait. Ils font peut-être quelques stations de métro. S'ils ont vraiment beaucoup de chance, ils peuvent aller au travail à vélo ou à pied. Et finalement, est-ce que c'est pas les utilisateurs de Paris, comme on dit en géographie, je crois qu'on dit les city users, qui sont désagréables plutôt que les Parisiens pur jus, ceux qui vivent vraiment à Paris et qui ont peut-être un tout petit peu moins de niveau de stress parce qu'ils n'ont pas tout ce trajet à parcourir pour rejoindre leur travail à Paris. C'est intéressant ça, ouais. C'est vrai que c'est intéressant parce que aussi, quand on a fait effectivement l'expérience un peu de la vie à Paris, moi j'ai toujours trouvé que l'ambiance, entre guillemets, dans le RER par exemple, qui est donc le réseau express régional, donc c'est les trains qui relient Paris à sa banlieue, et je trouve que les gens sont toujours beaucoup plus tendus dans le RER que dans le métro. Ça dépend des lignes, mais il y a des lignes après quand elles sont bondées, effectivement, du métro, c'est tout aussi tendu. Mais quand même, les gens sont un petit peu plus tranquilles, ils sont assis, ils écoutent leur musique, je sais pas. Et alors que dans le RER, ils sont tous ultra tendus parce qu'ils sont les uns sur les autres. Ils se tapent ça le matin et le soir. Ils font des allers-retours comme ça qui sont hyper fatigants. Et voilà, c'est... Donc oui, je pense que c'est le système parisien qui est stressant et qui rend les gens désagréables plutôt que le fait d'être parisien. Et on est juste attrapé par ce rythme très rapide. Et ça me fait penser à New York, qui est un niveau peut-être de stress, d'énergie et de vitesse encore bien au-dessus de Paris. Il y avait eu à un moment donné, sur le mode de l'humour, la proposition de faire 2 files sur les trottoirs à New York, une file new-yorkais, une file touriste. Comme ça, on pourrait aller vite si on est un New-Yorkais. Mais
Et on irait moins vite si on est touriste. Mais combien de fois j'ai rêvé de ça à Paris en tant que Parisienne? C'est vrai, t'as déjà pensé à ça? Pas forcément en termes de film, mais que les gens se dépêchent un peu parce que, voilà, en vivant à Paris, moi aussi, j'étais dans un rythme rapide et j'aimais pas que les gens avancent pas parce que j'avais autre chose à faire et que j'étais dans ce rythme parisien. Et ce qui est drôle, c'est que maintenant, on habite à Nantes et quand je reviens à Paris, je suis la provinciale qui fait « Oh, je suis perdue, je sais pas où je dois aller et je vais pas vite et je regarde autour de moi. » Voilà. Ouais. Ah, c'est drôle. C'est drôle. Moi, j'avais un petit peu un truc similaire, en fait, où quand j'étais à Paris, je rêvais souvent, et c'est arrivé plus tard, qu'il y ait un peu deux voies comme sur la route. Une voie pour les gens qui vont dans une direction et une autre qui vont dans l'autre opposée, quoi, où les gens se tiennent toujours sur leur droite, quelle que soit dans la direction dans laquelle ils vont. Parce que ce qui est horrible, c'est quand tout le monde marche un peu en bazar comme ça et que tu te fonces dedans et que tu peux pas passer, en fait. Et maintenant, ça se fait un petit peu, parce qu'à certains endroits, je pense qu'il y a eu des marquages qui ont été mis au sol comme ça. Et certaines personnes ont pris cette habitude de serrer plus à droite, comme en voiture. Bon, j'ai l'impression de parler comme le GPS, serrer à droite pour prendre la prochaine à droite. Mais voilà. Et du coup, ça laisse aussi la place de dépasser ceux qui vont lentement, éventuellement en prenant la voie opposée. Comme les escalators dans le métro, d'ailleurs. On reconnaît tout de suite quelqu'un qui n'est jamais venu à Paris. Absolument. Puisqu'il se met au milieu des escalators. Il ne sait pas qu'il faut se mettre sur le côté droit pour laisser passer ceux qui veulent monter l'escalator à pied. C'est ça. Ouais. Et je me rappelle, je crois, la première fois peut-être que ma mère est venue à Paris, la première chose que je lui ai dit, c'est de la pousser très légèrement pour que elle gêne pas les autres. Et du coup... ça m'a fait... Enfin, c'est marrant. Et donc, oui, en fait, la raison aussi pour cet niveau-là d'activité et tout, ou de concentration d'activité, c'est que j'ai vu, en fait, que Paris est la ville la plus dense d'Europe et la 7e plus dense au niveau mondial. Ah ouais? Donc, effectivement, on est les uns sur les autres. En fait, il y a 20 000 et quelques habitants au kilomètre carré à Paris. Et sinon, dans les clichés, par contre, qu'on peut peut-être un peu démonter, il y a cette idée, comme on avait un petit peu dans le quiz aussi, que les meilleures universités seraient toutes à Paris et les meilleurs emplois seraient tous à Paris. Et donc, en partie, c'est vrai, effectivement, le plus haut niveau dans certains domaines va se trouver à Paris. Par exemple, la finance, c'est une évidence, c'est à Paris, c'est la bourse de Paris. Et pour certaines universités, les meilleures sont à Paris, mais... alors, d'une part, pour les universités, depuis les années 80, avec ce qu'on appelle la décentralisation. Donc, c'est un ensemble de lois qui avaient pour but de mettre des choses publiques importantes, des services publics en dehors de Paris. Eh bien, il y a des très bonnes universités, des très bonnes écoles supérieures qui ont été créées ou déplacées en province. Et au niveau des emplois, il y a aussi de plus en plus, en fait, de très bons emplois dans les grandes villes de province qu'on appelle métropoles. Ça, c'est un terme géographique pour dire une ville où, justement, se concentrent des activités qui ont une forte valeur. Et en France, c'est un phénomène qui a eu lieu depuis 20-30 ans. Le fait que, il y ait de plus en plus d'emplois vraiment de haut niveau aussi dans les très grandes villes de province, comme Strasbourg, comme Nantes, comme Lyon, comme Marseille. Après, je trouve que, franchement, pour moi, je vois vraiment la différence entre Paris et Strasbourg. Si tu cherches un boulot, t'as pas tous les boulots que tu veux à Paris, mais presque. Ouais. Bon, là, par exemple, dans le milieu éditorial dans lequel je suis, t'as quasiment que Paris, et même sur plein de sujets, Et du coup, moi, ce qui m'a vraiment marqué dans la façon d'être, du coup, alors des provinciaux, en tout cas dans la région où j'habite actuellement, c'est le fait qu'à Paris, on a l'habitude de rester 3 ans dans une entreprise presque maximum. Donc, c'est ce qu'on appelle le terme anglais turnover, parce que du coup, ça bouge tout le temps, on change d'entreprise, c'est normal, c'est comme ça qu'on évolue. Alors que du coup, en province, il y a vraiment cette... En tout cas, moi, ce que j'ai vu, c'est que les gens restent longtemps, voire restent encore toute une vie, ce que je pensais plus vraiment le cas. Je pensais que c'était plutôt l'ancienne génération. Et les gens, du coup, ont très peur de partir parce qu'il y a beaucoup moins d'emplois, il y a beaucoup moins d'offres. Et du coup, c'est beaucoup plus risqué de partir. Et du coup, c'est une vision du travail qui est très différente. Et qui m'a marquée, parce que venant de Paris, c'est normal de changer, quoi.
Mais ce que tu disais là, Sybille, sur la décentralisation, c'est intéressant parce que je discutais avec quelqu'un de cet épisode qui allait arriver et la personne me disait que pour elle, le plus gros problème qu'il y avait en France actuellement, c'est cette centralisation et que tout était à Paris et qu'en fait, les gens de la province se sentaient complètement exclus. On a un État très centralisé. Et ça m'a marqué, en fait, quand cette personne m'a dit ça, parce que moi étant... Alors, du coup, je suis quand même en province, on est tous les trois en province, mais on vit en métropole, on vit dans les grandes villes, et on a aujourd'hui des grandes villes qui ressemblent de plus en plus à Paris. Et en fait, je me suis jamais sentie exclue en France. Et en fait, beaucoup de choses qui sont faites sont parfois plus faites dans les grandes villes. Et du coup, il y a une vraie tension chez les personnes qui vivent en province et plus du coup là dans les campagnes. Donc est-ce que par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, est-ce que on est plus sur un ville-campagne plutôt qu'un Paris-province, mais du coup ça m'a interrogée. Et j'ai écouté du coup des podcasts sur le sujet et ils racontaient toute cette centralisation du pouvoir et des choses complètement absurdes qui en découlaient de cette centralisation du pouvoir. Et je trouvais ça intéressant du coup parce que je m'attendais pas à ce que tu parles de décentralisation, puisque du coup, je sais pas ce qu'il en est effectivement, mais du coup la perception du coup que j'en ai eue là, c'était que on avait cette perception d'un État ultra centralisé à Paris. Donc, ouais, mais je pense que c'est un petit peu une vision en partie du passé. Enfin, on est d'accord que la France reste très centralisée, mais je pense qu'il y a eu des réformes dont tout le monde n'a pas forcément conscience parce que ça touche pas forcément tout le monde ou parce qu'on ne s'en rend pas compte. Mais les premières lois de décentralisation, c'était les années 1980. Ça a commencé sous François Mitterrand en 1982. Et donc, il y a des compétences qui ont été transférées notamment au département. Mais plus récemment, dans les années 2010, il y a eu beaucoup de compétences qui ont été transférées aux régions. Et donc, les régions ont quand même beaucoup de choses, notamment dans ce qu'on peut connaître au quotidien. Elles gèrent les lycées, par exemple. Elles gèrent les transports régionaux. Et il y a certains domaines, comme celui du tourisme, par exemple, où elles vont pouvoir avoir des emplois intéressants et développer leurs propres projets. Et donc, c'est pas tout à fait vrai que tout se passe à Paris, mais on peut avoir cette perception. Mais alors, du coup, on a parlé là pas mal des Parisiens et de leur perception par les provinciaux et de ce qu'il pouvait y avoir derrière, je pense. On a plutôt parlé de ça. Qu'est-ce que vous pensez plutôt des clichés dans l'autre sens, en fait, les provinciaux vus comme un peu lents, arriérés, sans culture? Il y a quoi là derrière, là-dessous? Alors, pour le côté mode, je sais que ma maman m'a raconté que dans sa jeunesse, donc il y a 50, 40 ans, c'était vrai. Il y avait un vrai décalage de la mode entre la province et Paris. Et quand on se rendait en tant que Parisien, ce qu'elle était elle aussi, en province pour des vacances, on voyait que les gens n'étaient pas habillés de la même manière et probablement avec des vêtements moins chers, considérés moins élégants. Et ça, c'est plus vrai du tout. Je pense que c'est pas vraiment le cas aujourd'hui, puisqu'on trouve aujourd'hui les mêmes magasins dans les villes de province qu'à Paris, et puis on achète sur Internet, sur Vinted, comme on en a parlé dans notre épisode sur la seconde main. Donc ça me semble plus vrai, ce cliché-là, par exemple. Oui, moi j'avais aussi lu dans un article, il me semble que c'était peut-être même une tribune d'un certain auteur, d'un écrivain, je crois, qui était originaire du Pays Basque et qui, déjà d'un certain âge, et qui parlait justement de son expérience à lui, qui était qu'il y a 50 ans, 60 ans, on vivait un grand décalage aussi en termes de développement technologique et justement des infrastructures entre Paris et la province. Dans certains coins de province, on avait même pas de tracteur dans les fermes. Enfin, les choses se faisaient encore à la main. En partie, il y avait un énorme décalage comme ça entre les régions et Paris. Donc là, le côté arriéré, ça pourrait venir de là. Là encore, aujourd'hui, tout ça a disparu. Il y a Internet et la fibre potentiellement partout. Pas tout à fait pour la fibre encore, mais voilà. On vient d'avoir la fibre à Strasbourg, donc je pense que c'est pas encore arrivé partout. Pas encore tout à fait.
Et un cliché plus récent, c'est l'idée que les Parisiens ont envahi la province parce que le Covid leur a permis de se rendre compte qu'ils étaient très mal chez eux, qu'il n'y avait pas beaucoup de place dans leurs petits appartements quand on ne peut pas en sortir tous les soirs pour aller au bar et prendre un peu l'air frais. Mais là-dessus, j'ai vu aussi que c'était qu'un tout petit peu vrai parce que même pendant le premier confinement, seulement 11% des Parisiens sont partis de la ville et une majorité est rentrée. Une majorité n'a pas déménagé en dehors de Paris. Par contre, ce qui est vrai, c'est qu'il y a quand même un mouvement général en dehors des grandes villes, en fait. Même à Paris, il y a beaucoup de personnes qui partent s'installer plutôt en banlieue ou même un petit peu plus loin, dans les campagnes autour de Paris, tout comme les habitants de Bordeaux vont habiter dans la campagne autour de Bordeaux. Donc il y a quand même, c'est vrai, peut-être avec le développement du télétravail, un mouvement en dehors des villes, mais pas forcément les Parisiens vont envahir la province, comme nous. Là, ça rejoint un petit peu ce que tu disais, Cécile, par rapport au marché de l'emploi. Et où tu travailles, même s'il y a un petit peu de télétravail qui se développe, on n'en est pas encore vraiment à pouvoir avoir un emploi à Paris et faire 100% de télétravail à Marseille. Nous, on a pu... moi, j'avais trouvé un travail à Strasbourg, mais mon compagnon, du coup, qui était dans le monde de la finance, il a été les 6 premiers mois, il était 100% en télétravail, avant qu'on arrive à lui trouver, du coup, une mission... sur place parce qu'en fait, il y a très 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 peu de possibilités. Mais j'entendais quelque chose d'intéressant. On parlait le fait d'envahir la province. J'entendais une Bretonne dans un épisode de podcast qui racontait que les prix de l'immobilier avaient tellement flambé et que comme les Parisiens avaient un pouvoir d'achat plus élevé, ils pouvaient se le permettre. Il y avait effectivement une augmentation artificielle des prix. En fait, les Bretons pure souche, ceux qui habitaient vraiment en Bretagne, ceux qui étaient vraiment de là-bas, étaient obligés de déménager, de déménager, parce qu'ils n'avaient plus les moyens de rester, par exemple, sur les bords de mer. Ils étaient obligés de rentrer dans les terres. Et c'est terrible. Mais en même temps, comme tu disais, Sybille, très bien tout à l'heure, c'est... Les Parisiens envahissent pas, c'est qu'ils ont... Il n'y a pas cette notion de propriété. Ouais. Mais pour autant, moi, avec mon compagnon, on l'a fait à Strasbourg. On est arrivé à Strasbourg et on arrivait avec notre pouvoir d'achat de Parisiens. Ouais. Mais là, je pense que là où il faut plus parler en termes de mouvement de population, tout simplement, si on parle du fait que de toute façon, il n'y a que 22% de Parisiens qui sont des vrais Parisiens et que donc tous les autres sont originaires de la province, en quoi peut-on réellement dire que les Parisiens envahissent la province? Ça n'a pas de sens. La majorité sont des provinciaux qui retournent en province ou qui se déplacent vers une autre province. C'est vrai. Donc, en vrai, toi, même Normande, tu es partie à Strasbourg en passant par Paris. Au final. Donc, tu n'as pas vraiment envahi Strasbourg, tu as juste changé de province, entre guillemets, tu vois, t'es pas vraiment une Parisienne. J'avais jamais pensé ça comme ça. C'est intéressant. On pourrait parler de génération d'immigrés dans ce sens-là, parce que ma maman, elle a vécu en région parisienne, mais mon papa, par contre, il a grandi en Auvergne, et puis le père de ma mère, il venait du Nord, donc on est sur plusieurs générations, c'est pas de notre faute, on n'est pas parisiens. Mais c'est marrant ce que tu dis, Raph, parce que tu me dis que je suis pas de Paris, et c'est vrai, mais j'entendais quelqu'un qui disait, en fait, la particularité de Paris, c'est quand t'arrivais à Paris, tu devenais automatiquement parisien. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant. On parle souvent, une fois qu'on a vécu 1, 2, 3 ans à Paris, beaucoup de gens se qualifient de parisiens d'adoption. Ah, mais c'est intéressant. J'aime bien cette idée de on n'envahit pas la province parce qu'en fait, potentiellement, beaucoup d'entre nous viennent déjà de la province. C'est là où il y a un mouvement qui est assez classique finalement de la vie du provincial qui va grandir en province, va faire ses études à Paris et après rencontre quelqu'un, veut avoir des enfants et préfère élever ses enfants dans un cadre plus calme et donc choisit soit la région parisienne, la banlieue, soit en dehors de Paris, soit la province pour repartir, quoi. Ouais, beaucoup d'amis sont partis. Hein, Et puis nous, on a pu avoir un petit chat parce qu'on est parti en province. Elle aurait pas eu sa place dans notre petit 37 mètres carrés qu'on avait à Paris. Ouais.
Nous, on n'a adopté personne, ni enfant, ni chat. Mais ils ont adopté leurs Mais amis. on a quand même eu plus grand. Oui. C'est vrai. Maintenant, on a une chambre d'amis où on peut accueillir des gens. Et ça, c'est trop cool. On y est très bien. Très agréable. Et alors, pour conclure, comment aimeriez-vous que les rapports Paris-Province évoluent chacune? On va commencer par Cécile. Comment tu vois l'avenir pour les rapports Paris-Province? J'aimerais bien proposer un Vie ma vie, que les Parisiens aillent, pour ceux qui sont vraiment de Paris, qu'ils aillent justement en province et que les provinciaux aillent à Paris pour justement un peu mieux comprendre les deux vies. Que ça soit à Paris ou en province, il y a une richesse de dingue. Et du coup, si vous êtes étranger et que vous nous écoutez, même si vous êtes français d'ailleurs et que vous nous écoutez, allez visiter la France entière. Il n'y a pas que Paris. Il y a plein de belles villes. Strasbourg et Nantes sont deux propositions. Mais on a vraiment la chance d'avoir un territoire assez multiple. Et l'objectif, c'est juste de mieux se connaître pour mieux se comprendre et du coup mieux vivre ensemble. Et on a quand même un problème en France, je pense, en ce moment, ce qui est quand même de comment vivre ensemble. Et ça s'applique à beaucoup de domaines. Et voilà. Ok. Et Sybille ? Ma conclusion est tout à fait dans la continuité de la tienne. Ce qui serait bien, c'est qu'on puisse permettre aux uns d'accéder aux ressources des autres aussi. Puisqu'on disait que finalement, cette incompréhension, elle vient parfois du fait qu'on se sent différent et on n'accède pas à l'expérience de l'autre et on se sent privé des ressources des autres en quelque sorte. Et donc plus spécifiquement, il y a des initiatives qui aujourd'hui permettent justement à ceux qui grandissent en province d'aller plus facilement étudier à Paris, par exemple. Je pense à une association qui s'appelle Des territoires aux grandes écoles, qui donne des bourses à des jeunes qui viennent de différentes régions, mais pas la région de Paris, pour les aider à accéder aux études qu'ils veulent faire lorsque celles-ci se déroulent à Paris ou ailleurs d'ailleurs, mais en tout cas dans une grande université à laquelle il n'est pas facile d'accéder pour eux, pour des raisons financières notamment. Et à l'inverse, ce serait très intéressant de faire connaître aux Parisiens toutes les richesses de la province. Et je pense là à quelque chose que j'ai vu récemment en passant à Paris dans le métro parisien. C'était une publicité pour le musée Le Louvre-Lens. Et le Louvre-Lens, en fait, c'est un musée à part entière, mais qui existe en coopération avec le Louvre. Et qui est située dans le nord de la France, à Lens, qui est une ancienne ville minière, donc une ville qui n'a pas du tout le même niveau économique que Paris, par exemple, mais qui justement est très intéressante culturellement, à la fois par son héritage industriel et aussi grâce à ce nouveau musée qui a été ouvert là-bas, donc le Louvre-Lens, qui organise des expositions semi-temporaires grâce aux collections du Louvre qui lui sont prêtées régulièrement. Et donc là, il y avait une publicité, par exemple, pour une exposition sur les animaux fantastiques. Ça avait l'air très chouette. Trop cool. Et je me suis dit que c'était vraiment une bonne idée de mettre comme ça des publicités pour les richesses culturelles de la province dans le métro parisien. Et toi, Raphaël, alors, comment est-ce que tu conclus ton épisode? Comment est-ce que tu voudrais que les rapports Paris-Province évoluent? Je trouverais ça intéressant de développer encore plus la décentralisation sur le plan politique, administratif. Et en plus, ça créerait des emplois, évidemment, dans les différentes villes. Et personnellement, j'aimerais bien une plus forte décentralisation des réseaux de transport de voyageurs, avec plus de lignes transversales pour éviter de devoir passer par Paris lors de chaque voyage. Par exemple, pour aller de Bordeaux à Lyon, on est obligé de passer par Paris, on ne peut pas y aller en ligne directe. D'ailleurs, c'est peut-être possible en utilisant des TER ou des choses comme ça, des trains régionaux, mais c'est beaucoup plus long. Alors que si on passe par Paris, ça va beaucoup plus vite avec, je pense, probablement 3 heures Bordeaux-Paris et 2 heures Paris-Lyon. Après, évidemment, il y a aussi la géographie qui rend la chose plus compliquée puisque en plein milieu de la France, on a le massif de montagnes qui s'appelle le Massif central qui rend évidemment la construction de lignes à grande vitesse plus compliquée. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Racontez-nous si dans votre pays, il y a aussi une opposition comme en France avec Paris-Province. Et pour en savoir plus sur le sujet, vous pouvez rejoindre notre Patreon où on vous propose une transcription, des exercices et même des recettes de cuisine. Le lien est dans la description. Merci de nous avoir écoutés et à bientôt dans French Baratin.
À bientôt. À bientôt.